Maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé au cours des 4 dernières journées. Nous avons passé du temps à discuter des homicides familiaux au Canada et nous allons parler de la route à suivre. Qu'est-ce qui s'en vient? Alors, j'espère que la plupart d'entre vous avez participé aux conférences des 4 dernières journées. Nous savons que les homicides familiaux constituent un problème national significatif. C'est aussi un problème à l'échelle internationale. Le Bureau des Nations unies a indiqué qu'il y a très peu d'améliorations et de progrès qui ont été faits sur le front des homicides familiaux, surtout en raison de leur impact sur les femmes. Et puis, c'est très décourageant lorsqu'on entend ce genre de nouvelles si vous travaillez dans le domaine, surtout si vous avez travaillé dans le domaine depuis des dizaines d'années. Alors, il faut vraiment se demander qu'est-ce que nous devons faire davantage? Où allons-nous maintenant? L'une des choses que nous avons relevées très clairement, c'est qu'il y a des victimes qui sont des femmes et des hommes, mais les femmes sont impactées de façon disproportionnelle. On l'a appris mardi, mais aussi les statistiques les plus récentes de la part de Statistique Canada démontrent que les femmes sont 8 fois plus susceptibles de mourir d'un homicide familial qu'un homme. Il y a des identités qui se chevauchent. Alors, on sait que le sexe et le genre, c'est une identité, mais lorsqu'on y ajoute d'autres identités, le risque accroît de façon considérable. Nous nous sommes concentrés sur 4 populations dans ce projet et nous reconnaissons qu'il ne s'agit pas de groupes où la violence et les homicides familiaux surviennent seulement. Mais nous avons examiné les populations autochtones, réfugiés migrantes, les populations vivant dans les communautés rurales éloignées du Nord et les populations des enfants. Mardi, nous avons vu que de 2010 à 2019, sur une période de 10 ans, il y a eu 718 homicides familiaux qui ont impliqué 815 victimes et 760 accusés. Il est important de souligner qu'il y a 254 victimes qui auraient pu être des homicides familiaux, mais on manque d'informations pour le définir. Alors, nos estimations sont très conservatrices et les nombres pourraient être beaucoup plus élevés. Dans les populations vulnérables, on a démontré que les populations vulnérables représentent plus de la moitié des homicides familiaux, des homicides sur lesquels nous nous sommes penchés dans le cadre de notre projet. La deuxième journée, nous avons résumé certains des points saillants de notre enquête avec des professionnels de partout au pays qui fournissent des soutiens aux agresseurs et aux survivantes. Les données de l'enquête et les entretiens démontrent que nous devons en faire plus lorsqu'il s'agit de former sur l'évaluation de risque. Et pas seulement ça, mais il faut aussi s'assurer que l'évaluation de risque mène à la planification de la sécurité et à la gestion du risque. Et on a vu cela revenir souvent lors de nos entretiens avec des gens partout dans le pays. Nous avons aussi vu qu'il faut mieux répondre aux besoins des populations vulnérables et marginalisées. Comme les gens l'ont dit, ce n'est pas une taille qui convient à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui se sent en sécurité lorsqu'ils appellent ou qui veulent même appeler 911. Dans certains endroits, il faut une journée pour que quelqu'un se rende chez vous parce que vous êtes dans un endroit éloigné. Ils doivent s'y rendre par avion ou dans votre région, il pourrait ne pas y avoir de soutien en place. Un thème clé qui est revenu, c'est le besoin de collaboration entre les systèmes et les organismes. Nous voyons beaucoup de professionnels et d'organismes qui travaillent en cloisonnement et qui ne partagent pas d'informations. Il n'y a pas de protocole ni de politique qui favorise la collaboration afin de prévenir les homicides. Il faut y avoir un accord plus concentré sur les outils à utiliser. Les personnes doivent communiquer dans les systèmes, dans les agences, et il est essentiel que les gens est une sorte d'outil d'évaluation de risque, une sorte de stratégie qui mènerait à une approche structurée afin de déterminer le niveau de risque ainsi que les répercussions potentielles de l'intervention liée au risque.
Et un thème que nous avons vu revenir assez souvent, c'est qu'il y a trop de cas provenant des entretiens que nous avons menés où l'évaluation de risque a été menée, mais elle a été perdue. Par la suite, l'évaluation de risque doit conduire à la planification de la sécurité et à la gestion de risque. Nous avons écouté la présentation de Julie et d'Annalie et celle de nos collègues. Elles ont parlé des recherches lorsqu'on entend les voix des femmes et des victimes de partout au pays. Il y a certains messages qui ressortent. Parfois, il est difficile et épuisant de chercher de l'aide et c'est quelque chose que j'entends de façon répétée. J'ai des clients qui sont des avocats et qui sont des médecins et qui ont de la difficulté même à s'orienter dans le système et à le comprendre. C'est un système qui est épuisant. Et de nombreuses victimes et survivantes vont de l'avant sans personne qui les aide à naviguer le système. On ne peut négliger l'incidence du traumatisme lorsque les survivantes cherchent de l'aide. Elles pourraient en souffrir de façon continue. Il pourrait y avoir des problèmes liés à la toxicomanie, il pourrait y avoir des problèmes de santé mentale découlant d'années de traumatisme. Et le traumatisme ne prend pas fin lorsque la violence prend fin. Il peut prendre différentes formes et se poursuivre dans le système de justice. Partir, c'est un processus, ce n'est pas un événement ponctuel. L'histoire de nombreuses survivantes et leurs expériences nous ont démontré que ce n'est pas le fait d'appeler la police un jour donné qui va faire l'affaire. On part souvent jusqu'à ce qu'une personne soit vraiment libre de la violence. Alors, il faut reconnaître qu'il s'agit d'un processus continu. De nombreuses survivantes ont parlé du fait que la violence peut arriver à tout le monde, à n'importe qui. Il y a eu de nombreuses survivantes qui ont parlé de façon très élégante, très éloquente de la façon dont on pense que la violence est quelque chose qu'on voit à la télé ou qu'on lit dans un livre, mais vraiment, on ne comprend pas son impact jusqu'à ce que ça ait des répercussions sur notre propre famille. Alors, il est clair que c'est quelque chose que tout le monde doit comprendre, les familles, les amis, les collègues, les voisins. Il faut écouter davantage aux survivantes lorsqu'elles racontent leurs histoires et leurs expériences et les juger moins. Et nous savons maintenant qu'il y a tellement de niveaux d'oppression. Il faut vraiment savoir s'orienter dans ces niveaux d'oppression. On a entendu des voix puissantes, beaucoup de voix de la part de femmes autochtones qui vivent dans des communautés rurales éloignées et nordiques, qui trouvent que c'est très difficile de trouver des soutiens et de l'aide dans leur communauté ou même d'organismes à l'extérieur de leur communauté. Alors, il s'agit là d'enjeux importants dont il faut tenir compte à l'avenir. Alors, l'une des choses que nous voulions faire ressortir, ce sont les avantages et les défis d'intégrer les principaux cadres théoriques. Et nous avons vraiment utilisé toute une gamme provenant de 3 cadres de travail lorsque nous avons démarré le projet il y a 6 ans. Premièrement, il y a un modèle socio-écologique. Ensuite, il y a un cadre qui est méthodologique, qui porte sur l'intersectionnalité. Et enfin, un cadre pour la réduction de l'exposition et des représailles. Moi, je vais parler des 2 premiers. Peter va parler du 3e. Alors, voici le modèle socio-écologique. Je sais que c'est un peu petit, mais j'espère que vous allez pouvoir le lire. C'est un modèle qui a été développé pour l'enfance en difficulté, mais ça a été très utile afin de nous permettre de comprendre comment réagir et répondre à toutes sortes de types de violences, mais surtout à la violence conjugale. Et ça souligne le fait qu'on ne peut pas se concentrer sur un facteur individuel qui pourrait augmenter le risque d'agression ou de victimisation. Alors, il y a plusieurs facteurs, la santé mentale, l'enfance, la pauvreté. Il faut les examiner ensemble et on ne peut pas se concentrer à un niveau seulement. Alors ici, on peut voir qu'il y a 4 niveaux, individuel, relationnel, communautaire et sociétal. Alors l'intervention doit se concentrer sur tous ces éléments parce que chacun a un impact, ils ont chacun un impact les uns sur les autres. Alors au niveau individuel, on voit qu'il y a individuel, relationnel, communautaire et sociétal, et il y a des liens entre tous ces éléments. Mardi, on a parlé du fait que les données dans la base de données posaient problème
parce qu'elle faisait ressortir les relations individuelles. Alors, l'un des défis dans ce projet, ça a été de déterminer comment recueillir cette information sur les facteurs sociétaux et communautaires, parce que nous savons qu'ils sont probablement les facteurs les plus importants sur lesquels il faut se pencher afin d'aller de l'avant en matière de prévention. Nous avons aussi examiné l'intersectionnalité. Si vous connaissez ce concept, ça se trouve dans le mouvement Black Lives Matter parce qu'on identifie le fait que le genre le genre et d'autres facteurs se chevauchent. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'utiliser ces différents facteurs afin de se concentrer sur la sécurité et la prévention dans les communautés que nous avons examinées. Mardi, nous avons parlé de certaines intersectionnalités que nous voyons dans les populations autochtones, réfugiées immigrantes, vivant dans le Nord ou dans des communautés rurales éloignées chez les enfants. Mais lorsqu'on retourne aux données, le défi, c'est d'obtenir ces identités parce qu'il y a vraiment un chevauchement important qui accroît le risque de violence conjugale. Alors, ces deux lentilles ont été très importantes dans le cadre de notre recherche. Nous y sommes toujours revenus. Mais pendant la collecte de données, lors de la phase 2 et phase 3, nous avons fait face à des défis lorsqu'il s'est agi d'intégrer ces cadres de travail, par exemple les aspects communautaires et sociétaux dans le travail que nous avons fait. Alors, pour aller de l'avant, il faut vraiment essayer de voir comment il faut prêter davantage attention à ces deux lentilles et à ces deux perspectives. La troisième perspective ou lentille, c'est la réduction de l'exposition et des représailles. Je peux vous dire que j'étais comme un des étudiants de Myrna. Je m'endormais quand elle en parlait et puis j'ai vu plusieurs présentations PowerPoint, mais ça semblait tellement sensé. Mais c'est vraiment un élément critique qui devrait informer le travail des organismes et des systèmes lorsqu'ils essaient de protéger les victimes de la violence et surtout de la violence létale. Un point important de la théorie repose sur le fait que plus nous prenons des mesures pour réduire la violence et l'exposition à la violence, plus nous arrivons à réduire le risque que subissent les victimes et que nous arrivons à les protéger. Cependant, il est très important de noter que si l'on fait des choses à moitié, alors, si on intervient, par exemple, légèrement, on soutient une politique de violence et puis que c'est vraiment une accusation criminelle, les polices portent des accusations, l'agresseur passe de la station de police et retourne à la maison de la victime. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a aggravé les circonstances. Alors, la théorie parle de la réduction de l'exposition et des représailles. L'intervention doit être efficace et doit tenir compte de la planification de la sécurité pour la victime. Il y a eu de nombreux cas au Canada et je vais vous donner un exemple concret de réduction d'exposition et des représailles. Il y a un nombre de cas où les policiers ont porté des accusations et le procureur a donné suite à ces accusations, mais il y a une résolution par moyen d'une ordonnance qui dit que l'agresseur doit rester à l'écart de la victime, sauf s'ils ont des enfants. Dans ce cas, l'agresseur peut contacter la victime pour avoir un contact avec les enfants. Alors, c'est dans ce genre de situation où l'on reconnaît le risque de violence, mais où on ouvre aussi la porte à la violence et au potentiel de contre-coup et de représailles. Alors, prochaine diapo. Encore une fois, il est important de vraiment bien examiner ces références de façon plus approfondie. Aujourd'hui, je les regarde et puis je vois que ce sont des choses sensées. Mais le point à retenir, c'est que la prévention, ça marche. Mais les stratégies de prévention doivent vraiment être individualisées au contexte de la personne. J'ai participé à de nombreux cas partout au Canada qui ont impliqué des communautés rurales et éloignées où il y avait une tentative de reconnaître que la violence ne devrait cesser, mais la victime a été laissée seule dans la communauté sans soutien. Elle était isolée, il y avait divers obstacles à l'accès aux ressources et la violence a augmenté.
Alors, il est important de réduire l'exposition aux méfaits. C'est une petite étape, mais si on le fait, je crois que mais si on le fait et qu'on laisse la victime vulnérable, elle pourrait être aux prises avec des représailles de la part de l'agresseur. Et dans ce cas-là, on n'a pas atteint les résultats voulus. Et en fait, on pourrait encore aggraver la situation davantage. Alors, encore une fois, je vous encourage à lire davantage à ce sujet parce que c'est quelque chose qui devrait vraiment sous-tendre ce que nous faisons. J'ai découvert que certains services policiers vont suivre certains agresseurs lorsqu'ils sont libérés de prison parce qu'ils ont noté qu'ils sont dangereux ou lorsqu'ils quittent la salle du tribunal. Et les policiers qui le font reconnaissent que cela peut sauver des vies. Et d'autres services policiers ne comprennent pas qu'il s'agit là d'un bon investissement pour réduire les homicides et la violence répétée. Alors, pendant que nous pensons aux pratiques prometteuses qui font la différence, il y a certains thèmes qui continuent de ressortir des 4 derniers jours. Par exemple, l'éducation du public. Si vous réfléchissez au modèle socio-écologique que nous avons vu, il faut vraiment se rendre au cercle externe. Il faut en arriver aux médias, aux amis, aux collègues, à la famille, aux voisins. Il faut s'assurer que pendant les finales de la Coupe Stanley, entre chaque période, il y a des annonces publiques qui parlent de la violence conjugale et familiale et du rôle que les gens jouent dans cette violence. Et ce n'est pas un dépliant occasionnel dans le bureau d'un médecin qui va faire la différence. Il faut vraiment miser sur l'éducation du public. La formation professionnelle dans tous les secteurs est importante. La formation, ça signifie plus qu'une session d'1 heure. Ça veut dire des séances de collaboration entre divers secteurs. Ça veut dire des séances de formation pratique qui parlent de l'évaluation des risques et qui la présentent. Il ne s'agit pas de cocher des cases sur une page. Vraiment, l'évaluation des risques, c'est de réfléchir à la nature des risques qui sont présents. La planification de la sécurité pour les victimes est un autre élément. La victime doit avoir accès à des éléments de sécurité, à des soutiens et elle doit pouvoir quitter une situation dangereuse rapidement. Et enfin, la gestion de risque. Nous ne pouvons pas continuer à trouver d'autres endroits où cacher les victimes si on ne traite pas de l'agresseur. Alors, comment est-ce qu'on gère l'agresseur? Comment est-ce qu'on s'assure de faire des interventions qui vont faire une différence? Et dans certains cas, comment est-ce qu'on ouvre la porte à la guérison? Alors, vraiment, la gestion du risque doit faire partie de notre travail. Il faut trouver des façons de gérer les agresseurs. C'est essentiel. Et enfin, la collaboration. La collaboration, ça sous-tend tout le travail que nous faisons. Et Ed Goddolph, il y a quelques années, a parlé de l'intervention chez les femmes battues. Et dans son dernier chapitre, il a mentionné que le système, c'est important. Ça prend un village pour protéger la victime. Vous pourriez être un super agent de police, vous pourriez être un super agent de probation, vous pourriez avoir un excellent programme d'intervention auprès des femmes violentes et battues ou un excellent refuge, mais à moins de travailler en collaboration avec vos partenaires, ça s'arrête à un moment donné et on arrête de sauver des vies.